Le comité de Bâle a été créé en 1974 par les pays du G10 suite à la faillite de plusieurs institutions financières. Il est chargé de renforcer la solidité du système financier mondial ainsi que l'efficacité du contrôle prudentiel et la coopération entre régulateurs bancaires. Il a également pour mission d'éditer les meilleures pratiques bancaires et de surveillance. Pour cela, il établit des normes internationales dans le domaine du contrôle prudentiel des banques. Ce comité rassemble aujourd'hui les superviseurs de 28 pays ou juridictions. Dès sa création, le comité de Bâle n'a été doté d'aucune personnalité juridique. Il a fallu attendre 2013 pour qu'une charte soit adoptée et encadre ses activités. Les travaux du comité de Bâle ne sont pas contraignants et ne créent pas d'obligations légales pour les États membres. Ainsi, les recommandations du comité ne sont assorties d'aucune force exécutoire puisque ce dernier n'est pas une autorité supranationale. Néanmoins, ces travaux sont le plus souvent intégrés aux législations nationales et ou européennes. Autrement dit, les décisions du comité influencent les législations des États membres bien que celles-ci représentent de la soft law. On peut parler d'engagement moral des membres du comité à assurer la mise en œuvre dans leur dispositif législatif et réglementaire interne des recommandations du comité de Bâle. Cet engagement des membres du comité permettra une meilleure harmonisation internationale en termes de réglementation prudentielle bancaire, ainsi qu'une coopération plus efficace entre ses membres. En somme, nous pouvons dire que le comité de Bâle a un rôle important en matière de régulation bancaire internationale. Les accords de Bâle I ont été adoptés en 1988 en vue d'assurer la stabilité des systèmes bancaires. Au terme de Bâle I est instauré un nouveau ratio de solvabilité, le ratio coût. Ce ratio pose l'exigence d'un rapport minimum de 8% entre les fonds propres d'une banque et les risques liés au crédit qu'elle accorde. En d'autres termes, pour prendre un exemple concret, cela signifie que lorsqu'une banque prête 10 000 € à un client, il est nécessaire qu'elle dispose d'au moins 800 € de fonds propres. Qu'est-ce que les fonds propres? Les fonds propres sont constitués de tiers 1 qui recouvrent notamment le capital, les réserves, bénéfices non distribués, les actions ordinaires, mais également du tiers 2 qui renvoie aux fonds propres complémentaires considérés comme du quasi-capital. Quid des risques de crédit? Cela renvoie à l'ensemble des risques de non-remboursement des crédits octroyés par la banque, étant précisé que des coefficients de pondération sont utilisés en fonction de la nature du crédit ou de la contrepartie. Avec son exigence de fonds propres par rapport au risque de crédit, le ratio Cook a une approche quantitative. Or, se sont développés dans les années 90 des produits dérivés faisant naître des risques hors bilan. Dans un contexte de faillite de la banque d'affaires Barings en 1995, l'accord de Bâle I a été amendé pour tenir compte des risques de marché. L'amendement développe notamment pour les établissements bancaires de nouvelles méthodes d'évaluation des risques. Malgré la prise en compte des risques de marché, l'exigence de fonds propres telle que posée par le ratio Cook n'était pas conforme à la réalité des risques auxquels s'exposaient les banques et ne reflétait pas leur capacité à faire face à la réalisation de ces risques. D'une part parce que le ratio n'intégrait pas les risques opérationnels, et d'autre part parce que les mesures de risque étaient trop superficielles, avec seulement 4 coefficients applicables dans le calcul du niveau de risque. De plus, la mesure du risque tenant aux critères de pondération s'est révélée trop rigide. Depuis l'élaboration du ratio, les techniques de réduction du risque avaient évolué, sans que les coefficients de pondération mis en place ne s'adaptent à cette évolution. Bâle II s'inscrit dans une démarche d'amélioration de l'évaluation des risques bancaires, mais tend également à mettre en place un système de surveillance prudentielle et de promouvoir une discipline de marché basée sur la transparence. Ce sont précisément ces 3 piliers qui forment l'architecture du dispositif Bâle II. Bâle II instaure un nouveau ratio de solvabilité, le ratio Mark-Twain. L'exigence de détenir au minimum 8% de fonds propres par rapport aux risques encourus reste la même. Toutefois, le ratio Mark-Twain intègre également les risques opérationnels en plus des risques de crédit et de marché. Il s'agit d'imposer aux établissements bancaires de se doter d'un niveau de fonds propres adéquat avec les risques encourus. Sur les 8% de fonds propres exigés, les banques doivent avoir 2% de CET1, Common Equity Tier 1, qui renvoie au capital dit dur. Les autres éléments du tiers 1 doivent représenter 2% également des fonds propres exigés, de sorte que les capitaux composant tiers 1 forment 4% des fonds propres, tandis que les éléments composant tiers 2 forment 4% des 8% des fonds propres minimaux exigés. S'agissant du risque de crédit, il est calculé en s'attachant au risque de défaut de la contrepartie et à la perte au cas où ce défaut venait à se réaliser. Contrairement à Bâle I, 3 approches du risque de crédit sont proposées par Bâle II. L'approche standard basée sur les notations externes. Dans cette méthode, la probabilité de défaut de la contrepartie ainsi que les taux de perte en cas de défaut sont tous deux fixés par l'autorité de supervision au niveau interne, étant précisé que le superviseur peut imposer directement le taux de perte en cas de défaut ou imposer l'intervention d'organismes de notation à cet effet.
La méthode standard fait ainsi intervenir des organismes de notation pour noter les contreparties de sorte à évaluer leur fiabilité. À côté de l'approche standard, des approches de notation interne sont mises en place. L'approche fondée sur la notation interne fondation implique que l'établissement bancaire mesure lui-même la probabilité de défaut de la contrepartie, tandis que les taux de perte en cas de défaut sont déterminés par le régulateur. La méthode de notation interne avancée permet une gestion des risques par l'établissement bancaire qui en maîtrise donc la fixation, en se basant sur ses propres données, c'est-à-dire que la banque peut noter les clients et, ce faisant, affecter un coefficient de pondération afin de calculer le niveau de fonds propres nécessaire pour respecter le ratio minimum. Néanmoins, cette méthode de notation établie en interne par l'établissement bancaire devra avoir fait l'objet d'une validation par la commission bancaire, laquelle appréciera si les dispositifs mis en place sont de qualité suffisante. Les banques peuvent ainsi choisir la méthode qu'ils souhaitent mettre en œuvre. S'agissant du risque de marché, une méthode standard ou un modèle interne peuvent être mobilisés. S'agissant du risque opérationnel, les établissements bancaires ont 3 options. La méthode indicateur de base, qui se base sur le produit net bancaire de l'établissement uniquement. La méthode standard suivisée et la méthode avancée qui repose sur les données historiques de l'établissement. Ce deuxième pilier tend à mettre en œuvre des échanges plus fréquents et plus soutenus avec les établissements bancaires. L'objectif est celui d'une part de pousser les établissements financiers à développer des techniques de gestion de leurs risques et de leur niveau de fonds propres, d'autre part de permettre aux autorités de régulation d'augmenter les exigences du capital réglementaire en cas de nécessité. Le régulateur conserve un contrôle via 2 outils. Le backtesting, où l'établissement bancaire doit démontrer la validité de ses méthodes statistiques sur des périodes relativement longues, et le stress testing, où l'établissement doit prouver la validité de ses fonds propres en cas de crise économique lors de simulations de situations extrêmes. Enfin, le troisième pilier relatif à la discipline de marché intervient en complément de l'action des autorités de contrôle, pèse sur les établissements bancaires une obligation accrue des publications sur les fonds propres et sur les différentes évaluations des risques. Il s'agit pour eux d'être le plus transparent possible. À côté de ces 3 piliers, BAL2 est venu également ajouter des mesures pour renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux en exigeant des banques le respect d'un devoir de diligence à l'égard de leur clientèle. Know your customer, c'est-à-dire connaître et procéder à l'identification de ses clients, la surveillance des comptes et les transactions réalisées. Les mesures introduites par BAL2 se sont révélées vite insuffisantes, notamment face à la crise de 2008. Le calcul du ratio a donné lieu à une sous-pondération de certains risques, dont notamment les risques de marché et les produits complexes particulièrement risqués, comme les opérations de titrisation et de retitrisation. Par ailleurs, les gouvernances des établissements bancaires ainsi que l'ensemble des contrôles internes se sont montrés déficients. Ont été pointés du doigt la confiance excessive faite en l'autorégulation et l'insuffisance du contrôle par les autorités régulatrices. De surcroît, la liquidité n'a pas été prise en compte par BAL2 et n'a fait l'objet d'aucun seuil minimal. Pire encore, en dépit des seuils minimums exigés, les fonds propres des établissements bancaires ont été manifestement insuffisants pour faire face aux risques et absorber les pertes. La crise des subprimes de 2008 a ainsi démontré les faiblesses de la réglementation internationale en matière bancaire, l'impuissance des autorités de régulation, en bref, un système défaillant en raison principalement de son caractère microprudentiel et des exigences prudentielles qui sous-évaluent les risques effectifs. À l'image de la métaphore du professeur Nicolas Tallet pour qui, quand un pont s'effondre, l'intérêt se focalise sur le dernier camion qu'il a traversé alors que le vrai sujet devrait être la fragilité du pont. La titrisation n'était pas le fléau de cette crise financière, le vrai problème résidait en réalité dans l'instabilité du secteur bancaire. Avec un fort risque systémique qui a entraîné une crise d'une ampleur mondiale provoquant une crise supplémentaire de la dette souveraine en Europe. Au sein de l'Union européenne, cette crise a débouché sur une crise de la dette souveraine, dont l'exemple le plus connu est la Grèce. La dette souveraine concerne les dépenses des États censés soutenir l'économie dont la croissance fournirait les ressources nécessaires au remboursement. Quand la croissance économique n'est pas au rendez-vous, les risques de crise souveraine s'amplifient. Nonobstant, cette question de dette souveraine n'a pas eu de consensus au niveau européen pour être réformée. BAL 3 intervient donc en réaction à la crise financière. Il est devenu essentiel pour l'ensemble des États de renforcer la capacité de résistance de leur système bancaire. L'objectif de cet accord est celui de réformer totalement le dispositif prudentiel international. Tout d'abord, il était primordial de renforcer le niveau et la qualité des fonds propres bancaires en améliorant la structure de capital des banques. Particulièrement, il a fallu renforcer la qualité du noyau dur des capitaux des établissements bancaires.
La CET1, ou Common Equity Tier 1, la forme la plus pure du capital de la banque, est devenue fondamentale, puisque BAL 3 lui consacre désormais la quote-part la plus importante du calcul du ratio de solvabilité. Dans la même optique d'amélioration, le taux du ratio a été augmenté, passant de 8 à 10,5%. Cette nouvelle exigence a évidemment fait l'objet d'une application progressive jusqu'en 2019. L'amélioration du calcul des risques entraîne une reprise de l'évaluation des risques de crédit. Dans le cadre de l'approche standard, BAL 3 tend à réduire les recours systématiques aux notes de crédit externes en invitant les banques à procéder à des vérifications suffisantes. Afin d'éviter que les banques ne tirent avantage de l'utilisation des méthodes internes, des planchers révisés ont été établis. Dans le cadre de l'approche fondation, il s'applique pour l'évaluation du défaut de contrepartie et dans le cadre de l'approche avancée pour l'évaluation du défaut de contrepartie, de la perte encourue et de l'exposition en cas de défaut. Parallèlement à cela, le risque opérationnel est révisé notamment par une simplification des mesures de calcul avec une seule approche standard applicable à toutes les banques. De même, le risque de marché subit lui aussi des modifications quant aux approches standards et celles fondées sur les méthodes internes. Ces révisions de l'ensemble des approches standards tendent à augmenter la sensibilité au risque et permettre une comparabilité entre les destinataires de cette réglementation. Les exigences encadrant l'usage des modèles internes tendent quant à elles à réduire la variabilité indésirable du calcul des risques par les établissements bancaires. L'objectif de BAL 3, avec sa nouvelle dimension macro-prudentielle, a justifié l'introduction de 2 nouveaux coussins pour limiter la procyclicité inhérente du système financier. La volonté de rompre, ou du moins d'atténuer la procyclicité, passe par des nouveaux mécanismes contracycliques. L'idée est que l'économie connaît des cycles avec des périodes d'expansion et de récession qui s'alternent et que la réglementation en matière bancaire participe à cet effet procyclique. Un ratio de levier a été mis en place dont la caractéristique principale est qu'elle n'a pas de pondération des risques, d'où la qualification de backstop. Il impose un ratio de 3% fixe dont la mise en application s'est faite progressivement. Pour une meilleure anticipation, un second mécanisme se cumule, le coussin contracyclique, constitué pendant une période d'expansion afin d'atténuer les effets en bas de cycle. Les banques pourront ainsi puiser dans ce coussin pour accorder des crédits en période de récession ou pour absorber des pertes éventuelles. Ce coussin varie de 0 à 2,5% en fonction des conjonctures économiques des États. Cette politique contracyclique est plus efficace puisqu'elle se donne ainsi pour objectif de relancer une économie au moment où celle-ci est au ralenti. La crise de 2008 a permis de mettre en exergue une question jusqu'alors ignorée, la notion de liquidité. Cette notion a souvent été confondue avec celle de la solvabilité, ce qui a empêché son identification et une réglementation adéquate à ce problème spécifique. Elle pourrait se définir ainsi. Concrètement, la liquidité se caractérise par la capacité de l'établissement bancaire à faire face au retrait massif de sa clientèle. Charles Goudard met en lumière la difficulté liée à cette notion et ses propos sont rappelés le sort de la banque Northern Rock. En effet, cette banque, pourtant solvable, a été contrainte de se tourner vers la Banque d'Angleterre en vue d'un crédit interbancaire pendant la crise des subprimes. Ce recours à la Banque d'Angleterre a entraîné une crise de confiance de la part des clients qui se sont alors rués en masse afin de retirer l'argent sur leur compte. Tout cela a engendré une crise de liquidité, provoquant son effondrement face à la panique bancaire d'une telle ampleur. L'accord de BAL 3 a donc introduit 2 ratios de liquidité, un ratio de liquidité à court terme, Liquidity Coverage Ratio, et un ratio de liquidité à long terme, Net Stable Funding Ratio. Le premier a pour objectif d'assurer une résistance de 30 jours face à une situation de crise de liquidité par l'exigence d'actifs liquides de haute qualité considérés comme sans risque. Ce calcul doit reposer sur la prise en compte de la situation spécifique à l'établissement et celle du marché et anticiper des sorties-entrées totales d'argent attendues sous un scénario stressé. À noter que certains actifs font l'objet de décotes avant d'intégrer le calcul. Le second ratio vise la mise en place d'un financement par ressources stables. Il incite les établissements bancaires à rechercher des financements plus sûrs et de plus long terme. L'initiative d'encadrement du risque de liquidité contribue certes à assurer une meilleure stabilité, mais ces ratios sont confrontés à de nombreuses difficultés. Sa mise en œuvre a été complexe et a nécessité un report du délai pour son application complète, ainsi que l'élargissement de la définition des actifs liquides de haute qualité qui intègrent désormais les RMBS. Les études d'impact démontrent que ce taux de 100% est largement dépassé par la majorité des principales banques mondiales.
Ces ratios peuvent influencer le comportement des banques dans l'octroi de crédit, en incitant par exemple à laisser de côté des produits pourtant rentables mais non éligibles au calcul de ce ratio. Paradoxalement, on constate actuellement un excédent de liquidité trop importante, alors que le but d'une banque n'est pas d'avoir un stock de liquidité. Schématiquement, imposer un ratio de liquidité à long terme revient à exiger un certain pourcentage de ressources à long terme. Mais ce type de financement est plus coûteux, contraignant les banques à augmenter le taux de certains prêts, ralentissant alors sa fonction de transformation des dépôts en crédit. Or, le rôle de crédit des établissements bancaires est ce qui leur permet de participer au développement de l'économie. Le secteur bancaire est à de nombreux égards un vecteur de circulation économique. L'accord Bâle III et ses améliorations continuent à prendre forme et sa mise en œuvre intégrale au niveau international est prévue pour 2027. À cet égard, le secteur bancaire, déjà sujet à risque par essence, est très sensible aux événements d'actualité et sa réglementation ne saurait être figée. Actuellement, une autre problématique est au cœur des débats. En raison de la crise sanitaire, le comité de Bâle a agi en conséquence et a appelé les établissements bancaires à être de plus en plus vigilants face à l'impact économique conséquent de cette pandémie du Covid-19. Pour cela, le comité va envisager la mise en place de mesures urgentes pour permettre la stabilité des établissements de crédit. Il rappelle que le système bancaire mondial dispose de niveaux de capitaux et de liquidités significativement plus élevés. Ainsi, les banques pourront puiser dans leurs liquidités et capitaux afin de faire face à cette nouvelle crise sanitaire, impactant toute une économie mondiale.